On va pouvoir passer à la première conférence. Donc, je crois que c'est Patrick qui va présenter Sébastien Garziglia. Merci Bertrand. Donc, en quelques mots, Sébastien est un ingénieur de l'Ifremer, qui fait partie d'un laboratoire qui est un laboratoire mixte qui associe l'Ifremer, le CNRS et l'Université de Bretagne occidentale. Il s'intéresse beaucoup aux aléas marins. C'est un spécialiste de géotechnique et il est donc responsable d'un observatoire sous-marin câblé qui permet de suivre en temps réel les déplacements de sédiments, par exemple, au large de Nice, et cela permet de caractériser un petit peu les facteurs qui engendrent notamment la déstabilisation de la pente continentale. Je n'en dirai pas plus, je pense que Sébastien va nous en dire beaucoup, y compris sur l'ensemble de l'infrastructure européenne des observatoires de fond de mer. Et donc, nous comprendrons comment une observation fond de mer va participer, va contribuer à l'ensemble de la connaissance de l'océan. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais parler de l'observation en point fixe. C'est un petit peu en contrepoint ou plutôt complémentaire de ce que Damien va présenter juste après. Et je vais préciser en tout premier lieu qu'est-ce que signifie l'acronyme EMSO. EMSO, on traduirait en français par Observatoire européen multidisciplinaire du fond de mer et de la colonne d'eau. Comme vous voyez sur la carte qui est présentée ici, si on regarde du nord au sud, il y a des observatoires qui sont situés aux Canaries jusque dans les mers nordiques. Et d'ouest en est, on partirait des Açores jusqu'à la mer Noire. Donc au total, il y a 11 observatoires. Les observatoires, vous les voyez, c'est des ronds noirs entourés par des cercles verts, tandis qu'il y a des sites de test qui sont, eux, uniquement indiqués par des points verts. Il y a un site de test qui était à Molène, il a été un petit peu endommagé. Il est question en ce moment de le déplacer en rade de Brest. Donc il y a 8 pays membres, je ne vais pas les détailler ici, donc qui permettent de répartir l'observation en point fixe sur la distribution géographique que vous voyez ici. Donc c'est écrit assez petit pour tout le monde, j'imagine. Je vais aller rapidement sur les différents thèmes qui sont abordés sur ces observatoires, puisque c'est la question de pluridisciplinarité est au centre de cette initiative européenne. Donc il y a le thème géosciences qui, pour résumer, en fait, balaye ce qui touche principalement aux aléas géologiques, donc des phénomènes comme les tremblements de terre ou les glissements de terrain, voire les tsunamis, donc des phénomènes qui sont associés à des catastrophes. Il y a la biogéochimie, donc tout ce qui va être écosystème fond de mer. Il y a aussi l'écologie marine et l'océanographie physique. Donc vous voyez ici en images les différents observatoires dédiés à la science ou les sites de test. Et pour vous les présenter un petit peu largement, je vous dirais qu'il y a des observatoires qui sont côtiers, ceux qui sont encadrés ici en jaune-orange. Donc ceux-ci sont généralement localisés à 20 mètres de fond. Et l'observatoire le plus profond, c'est celui qui est localisé au large des Canaries. Il est à 3600 mètres de profondeur. Les observatoires qui sont ici encadrés en orange, c'est des observatoires en contexte volcanique. Donc il y en a 3, avec justement les Canaries, les Açores et la Sicile. Donc un observatoire qui est au large de Catane. Donc, je vous invite maintenant à une petite navigation. Nous allons partir de Toulon. Nous embarquerons à partir de l'observatoire EMSO Ligure Ouest, l'acronyme LO, que vous voyez ici. On passera ensuite par les Açores avant de faire route quasiment plein nord jusqu'à Nord-EMSO. Donc voici en image à quoi correspondent les observatoires dont je vais parler, ceux qui sont encadrés en rouge. On commence par Ligure Ouest, donc c'est un observatoire, oui, donc moi j'ai grandi à Nice et effectivement autour de moi j'avais des observatoires de ce type qui avaient été pensés par Gustave Eiffel. Donc c'est assez surprenant de voir qu'en fond de mer, c'est pas si surprenant, on aurait du mal à envoyer des coupoles au fond et puis on a besoin d'autres types de capteurs. Et effectivement ça ressemble aussi, c'est très éloigné des observatoires pour l'espace les plus modernes. Néanmoins, quand on est en fond de mer, on peut quand même observer les étoiles. C'est un exemple justement au large de Toulon. Alors c'est un observatoire qui est couplé avec une initiative KM3net. Et l'idée derrière ça, en fait, c'était d'avoir un observatoire à neutrinos. Ça a été l'idée initiale.
Donc dans l'idée de faire de la recherche sur les neutrinos de grande énergie qui proviennent des cataclysmes de l'univers, tels que les supernovas ou la formation ou l'évolution des trous noirs. Donc c'est ce qui a motivé le déploiement d'un câble sous-marin, c'est ce que vous voyez sur la carte en haut à gauche, ce câble qui part de Toulon et qui descend jusqu'à 2500 mètres de fond et qui a permis de mettre en place au cours du temps donc une ligne, des lignes de mouillage ici dans lesquelles donc, il y a des récepteurs optiques pour cette étude des neutrinos. Derrière ça, il y a eu un intérêt pour l'océanographie. Donc ce qu'on voit toujours à gauche, c'est le tracé du câble qui part de la côte, qui court sur le plateau continental, qui descend la pente et qui arrive dans la plaine abyssale à 2500 mètres. Avec là donc des intérêts pour l'océanographie physique et chimique, mais aussi pour la biologie marine, la sismologie, et couplé à des développements technologiques en milieu sous-marin. Donc, ce que vous voyez ici, donc on a besoin de navires océanographiques, bien sûr, pour les déploiements de ces lignes donc de récepteurs à neutrinos ou de mouillage. Donc, ce sont des mouillages qui n'ont pas de bouée en surface et qui sont couplés à des systèmes fond de mer qui permettent en fait d'interroger les lignes de mouillage et de remonter les informations via le câble jusqu'aux stations terrestres. Donc, je vais donner un petit peu plus de détails en évoquant quand même que pour tout ce qui est déployé sur le fond associé à cet observatoire, on a besoin de robotique et notamment de systèmes style le ROV Victor, donc qui est ROV, c'est l'acronyme pour véhicule opéré à distance. C'est un petit sous-marin qu'on voit ici, donc ça nécessite beaucoup d'écrans pour piloter tout ça, un personnel assez conséquent, et l'idée c'est que cet instrument a notamment des bras qui ont permis de faire des connexions sous-marines et de réaliser notamment cet observatoire au large de Toulon. Donc on voit ici un peu plus de détails sur la ligne de mouillage Albatros, donc, qui est dédiée à la physico-chimie des océans. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, mesure de température, salinité, courant, oxygène, pH pour la caractérisation des masses d'eau. Alors le côté technologique intéressant, c'est qu'effectivement, il y a dans la verticale, le long du mouillage, un lien inductif qui permet en fait une communication verticale et une communication acoustique, un lien acoustique qui permet de discuter avec ce module là, qui s'appelle M2I, qui lui-même est connecté au réseau. C'est le fameux système qui permet d'avoir les informations en temps réel. Je passe maintenant un petit peu sur les résultats qui ont été obtenus sur ce mouillage en termes d'océanographie. Donc effectivement, on voit ici des graphes qui datent, alors c'est vrai que c'est un peu petit de loin, vous allez devoir me croire sur parole. Donc depuis 2010 jusqu'à 2022, effectivement, le suivi de la colonne d'eau qui permet de mettre en avant une conclusion forte concernant l'homogénéisation des masses d'eau profondes avec le temps et moins d'événements de convection et de cascading, c'est-à-dire de plongée d'eau froide. Donc il y a effectivement quelque chose qui tend à s'homogénéiser, qui est associé à une augmentation de la température et une forte variabilité de cette température pendant les événements de convection. Donc un autre point qui pourrait être un point d'inquiétude, c'est associé à cette homogénéisation, la diminution de l'oxygène depuis 2014. Voilà, sans être alarmiste, les cas extrêmes, c'est effectivement les mers fermées comme la mer Noire où on a une quantité d'oxygène qui est vraiment très faible. Là encore, quand on regarde l'oxygène, il y a une forte variabilité pendant les convections. Derrière, il se passe des choses au fond aussi. Ça, c'est l'actualité la plus récente qui touche à la robotique avec le Batibot, qui est un petit robot en fait, qui est l'équivalent des petits robots qui sont sur Mars. Celui-ci, il a un fil à la patte qui lui permet en fait d'avoir de l'énergie parce que sa centrale dans laquelle il va l'abriter, où il se range, elle-même est connectée au câble qui revient jusqu'à la Terre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée ici, c'est de suivre la biodiversité des grands fonds et de faire des observations de bioluminescence. On voit ici effectivement les équipements du Batibot en lui-même, salinité, température, il a aussi un courantomètre, des capteurs de chlorophylle et des caméras. Derrière, sur son batidoc, dans lequel il va se ranger quand il est en période de pause, il y a aussi un autre type de courantomètre, il y a des capteurs de turbidité et capteurs d'oxygène dissous dans ce secteur.
Il y a aussi des capteurs acoustiques sur ce système qui ont été déployés depuis assez longtemps. Donc ça permet d'étudier le champ du rorqual, avec effectivement quelque chose qui, je pense, était une surprise, de voir qu'il y a une évolution au cours du temps du champ du rorqual. En fait, en gros, dans la fréquence entre les différents cris, on va dire, qu'il émet, il y a une évolution qui a été constatée au cours du temps. Donc après, il y a des explications à trouver. On suggère, enfin, il est suggéré qu'il y a un lien potentiel avec l'évolution des facteurs environnementaux, notamment ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors quelque chose qui est venu se greffer aussi, profitant de la présence du câble, c'est un champ de recherche émergent qui est lié à l'utilisation de la fibre optique. Dans ce cas-ci, c'était l'idée de profiter qu'il y avait un câble de communication, donc la communication passe par une fibre optique, au même titre que les câbles de télécommunication qui nous permettent d'avoir Internet, qui nous permettent de faire transiter des informations transatlantiques. Et en fait, il y a des interrogateurs qui ont été développés, donc basés sur la propagation de la lumière et la rétrodiffusion. Et donc, c'est des personnes qui à la base travaillent en géosciences. Ils se disaient que ça pouvait être intéressant pour détecter les tremblements de terre. Et puis finalement, ils s'aperçoivent, c'est pas non plus une énorme surprise, qu'ils pourraient caractériser la houle. C'est un exemple ici publié par Diane Rivet en 2021. Il pourrait aussi caractériser les courants. Et ici, c'est un exemple de corrélation avec un courantomètre sur la zone. Ne cherchez pas dans le détail, il y a encore beaucoup de boulot pour trouver les fonctions de transfert entre le signal enregistré par un câble et le courantomètre. On voit que le câble aussi est la mesure qui s'appelle DAS, donc Distributed Acoustic Sensing. C'est une méthode particulière d'émission et de réception de la lumière. Permet de mesurer la température. Là encore, il va falloir trouver les bonnes fonctions de transfert, mais il y a des choses qui sont très encourageantes. Sur le même câble, avec le même type d'interrogateur, on peut détecter des tremblements de terre et on peut aussi, par acoustique, détecter les navires. Donc c'est vraiment un champ de recherche émergent qui a été testé en sous-marin, notamment sur ce site-ci. Je vous emmène maintenant jusqu'aux Açores. Donc on était à 2500 mètres de profondeur, on remonte un petit peu, on est dans une zone à 2700 mètres. Donc dans une zone qui est située sur la ride médio-atlantique, qui est une zone qui a été étudiée depuis les années 90. Et là, donc, c'est un laboratoire le laboratoire qui porte ça est plutôt orienté sur la biologie et l'environnement profond. Mais il y a une forte part de géosciences, puisque leurs questions, elles sont liées au fait qu'ils sont dans une zone de fumeur noire, d'où le nom du site Lucky Strike. Donc, est-ce que l'activité de ce fumeur, est-ce que la chimie, la diffusion de la température associée à ce fumeur a une influence sur la vie par 1700 mètres de fond, donc sur les fameux flancs de ces fumeurs? Alors, c'est une équipe qui est très active dans la diffusion de la science. Ce que vous voyez ici à droite, c'est que lors d'une des nombreuses missions qu'ils font sur site, ils ont embarqué un dessinateur, et donc on a ici une représentation, on va dire, vulgarisée de l'observatoire sur le fond, avec une spécificité qui est effectivement un observatoire qui est distribué sur le fond. Il n'est pas câblé comme l'observatoire dont je vous ai parlé précédemment. Il y a différentes stations qui communiquent entre elles éventuellement par des petits câbles, mais pour récupérer l'information, l'idée c'est d'avoir cette bouée en fait, qui communique par satellite. Alors la transmission du fond vers la surface, elle n'est pas continue, c'est environ tous les 6 heures, et éventuellement sur détection d'événements, par exemple les tremblements de terre qui sont enregistrés liés à l'activité volcanique, ne sont envoyés à la bouée de surface que si effectivement il y a un seuil de mouvement du sol qui est dépassé. Donc au fond de la mer, pour aller déployer tout ça, effectivement le ROV Victor 6000 dont je parlais avant a été fondamental, même si pour déployer les lignes de mouillage et les stations, les bateaux sont toujours nécessaires, mais quand il s'agit d'aller connecter, les bras du ROV sont bien pratiques. Le ROV a aussi permis de caractériser en 3 dimensions, je ne vais pas montrer une animation maintenant, mais voilà, un édifice sous-marin lié à l'effusion de matière qui provient du manteau de la Terre. Et donc l'idée de caractériser ça en 3D, c'était d'avoir vraiment une vision de le substrat sur lequel la vie se développe dans ces zones hydrothermales. On a ici une autre vision, donc avec la fameuse station de surface et ses panneaux solaires qui permettent d'avoir de l'énergie, qui permet la remontée
d'information depuis le fond. Un élément important, c'est le fait d'avoir de l'image au fond, puisqu'il s'agit de caractériser la vie, et des stations qui mesurent un ensemble de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut quand même souligner le fait que le développement de cet observatoire a été fait en collaboration avec différents industriels, qui permet notamment d'avoir le développement avec RT6 d'une centrale qui permet de centraliser tous les signaux et de distribuer l'énergie sur le fond. Le développement notable d'une caméra pour cette profondeur d'eau. Et puis des réflexions qui sont en cours, parce qu'effectivement, il a fallu retourner de nombreuses fois sur le site. On voit que le futur de la sonographie, il passe aussi par essayer d'être économe, donc diminuer l'impact environnemental en essayant de diminuer la fréquence entre les interventions sur site qui demandent le déploiement d'un navire comme le Pourquoi pas, donc qui est assez coûteux en émissions carbone. En termes de science, effectivement, donc depuis que les observations ont été lancées là-bas, on peut dire qu'il y a l'aspect évolution de tout ce qui se passe sous le fond de la mer, donc de la chambre magmatique, quelle est la plomberie, comme on dit, comment les fluides circulent, comment ce qui arrive dans la colonne d'eau repasse dans la croûte, et comment il est transformé pour être réémis ensuite sous forme de fumeur. Et donc, ça a une implication très forte pour comprendre comment la vie se développe. Est-ce qu'il y a des émissions qui sont favorables à la vie, d'autres qui sont au contraire néfastes. D'autres applications sont liées au fait qu'il y a aussi un mouillage océanographique dans lequel il y a des capteurs de température, des capteurs des manières de détecter mesurer les courants, donc qui ont permis en fait de voir que la vie à 1700 mètres elle est influencée aussi par les marées. Et dans les développements associés au mouillage océanographique, il y a la notion en fait de faire des modélisations hydrodynamiques pour voir comment tout ce qui ressort du manteau est distribué et sur quelle distance et à quel point ça peut influencer la chimie des océans et sur quelle zone géographique. L'observation aux Açores, elle est, comme je vous disais tout à l'heure, assez orientée sur l'image. Donc ici, je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, il y a différents types de faune et de flore sur le fond. Donc, encore une fois, toujours par rapport à la distance des sites actifs. Et il y a tellement d'images et de choses à voir qu'effectivement, ça a inspiré cette équipe pour proposer un projet de sciences participatives. Donc ça s'appelle Espions des grands fonds. Vous pouvez noter le nom et le taper dans une barre de recherche parce qu'ils font appel en fait à tout à chacun pour les aider effectivement à aller faire en gros du comptage. Ça serait effectivement assez fastidieux de compter les différentes espèces qui vivent sur le fond. Alors l'intelligence artificielle pourra peut-être aider là-dedans, mais il y a un côté assez ludique à participer et à aider les scientifiques à faire le recensement de l'écologie sur le fond dans cet environnement. Donc espions des grands fonds, si vous êtes curieux par rapport à ça. Donc on fait route maintenant vers Nord-Emso. Et là, on va se rapprocher un petit peu des thématiques dont Damien va parler. Nord-Emso, les Norvégiens ne l'appellent pas comme ça, mais moi je l'appelle 4D, ça veut dire 4 dimensions, parce que par rapport aux observatoires dont je vous ai parlé précédemment, les Norvégiens, ce qu'ils proposent dans Emso, c'est des sites de mouillage qui s'étalent à peu près de Tromsø, donc on va dire vers la moitié de la Norvège, jusqu'au détroit de Fram. Donc ça, c'est des mouillages qui sont historiques. Associés à ce que vous voyez en ligne rouge, ce sont des transects en fait, qui sont faits par des gliders dont je vais dire quelques mots tout à l'heure. Donc, les thématiques qui sont portées ici, c'est la circulation et la propriété des masses d'eau, la biogéochimie, les épanchements de méthane, donc du méthane qui sort naturellement du fond de mer, et l'écologie aussi sur les évents hydrothermaux, donc un lien avec le site dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais porter une attention particulière au mouillage de Svinøy, qui est un mouillage qui est en place depuis 1995. Svinøy, c'est une petite île au large de la Norvège, avec un mouillage positionné donc au large par 500 mètres de fond. Donc mesure de température, mesure de salinité, mesure de densité et de vitesse dans la colonne d'eau. Donc ça a permis de faire avancer la connaissance. Là, je montre un exemple du papier de Mork et Sgagest.
Derrière, dans EMSO, enfin, avant EMSO, finalement, les Norvégiens ont dit, il y a des initiatives à travers le monde qui sont du même type, qu'il était intéressant d'aller dans la deuxième dimension, de ne pas être en une dimension sur la verticale, grâce aux gliders. Donc les gliders, en fait, sont des engins qui sont autonomes, avec des systèmes de ballast, qui permet en fait de faire des oscillations dans la colonne d'eau, depuis la surface où effectivement ils peuvent émettre les données qu'ils ont enregistrées. Après, ils vont descendre sur le fond par le système de ballast et enregistrer différents types de paramètres. Je reviendrai là-dessus sur les types de paramètres. Après, vous voyez à droite, un petit peu, que ce n'est pas très volumineux. On voit ici un marin qui est en train de déployer ça depuis le bord du bateau comme une roquette dirigée vers le bas. Alors, c'est une initiative, effectivement, qui rejoint une initiative internationale. Et on voit ici, sur la carte, la flotte des gliders qui est actuellement déployée. Donc, je pense que c'est un des gliders dont je vous ai parlé, qu'on voit ici au large de la Norvège. Donc, il est possible pour les premiers demandeurs, les scientifiques intéressés, comme pour toute la communauté, de suivre ces instruments. Et effectivement, d'accéder aux coupes. Donc dans la verticale, la profondeur, ici dans l'horizontale, la distance parcourue par le glider. Ici, on est sur de la mesure de température. Effectivement, on peut recaler cette distance et la transformer en date, donc qui permet d'avoir un suivi temporel. Il y a des mesures de salinité qui sont aussi communément faites par NorEMSO, desquelles la densité des masses d'eau peut être déduite. Donc j'en arrive un petit peu à mes derniers mots. Ici, j'ai essayé de trouver la dernière publication qui mentionnait l'utilisation des mouillages en Norvège et des gliders. Donc vous voyez ici un modèle de circulation océanique. Donc c'est un papier qui était tourné autour de la compréhension du Gulf Stream et de sa possible évolution sous l'effet anthropique. Une conclusion forte de ce papier est que, en fait, quand il regarde les résultats à l'échelle interannuelle ou à l'échelle de la décade, il voit très peu de cohérence. Donc, ce qui met en évidence la nécessité d'être prudent pour tirer des conclusions fortes concernant la circulation à grande échelle, à partir de points finalement assez limités d'observation. Et donc, il renforce finalement la motivation d'EMSO, et comme de tous les autres systèmes d'observation nationaux ou internationaux, qui est de multiplier l'observation sur la plus grande surface possible à travers le monde pour faire ressortir réellement les tendances. Donc ça me ramène effectivement à un point que j'évoquais tout à l'heure par rapport au potentiel qu'on est en train de deviner par rapport à l'utilisation de la fibre optique. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un câble de fibre optique qui avait été déployé pour un observatoire, mais effectivement, vous êtes probablement au courant qu'il y a une quantité de câbles qui courent sur le fond des océans, et donc il y a un enjeu derrière pour arriver effectivement à pouvoir questionner ces câbles et finalement avoir un réseau de capteurs qui est déjà positionné sur le fond. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'on voit des choses, derrière il y a beaucoup d'étalonnage qui est à réaliser, donc ça motive aussi le fait de continuer l'observation classique. Et je laisse le dernier mot à Michel Serres pour conclure, qui disait, et pour moi c'est une illustration un peu de l'état où on en est de la fibre optique, la science c'est ce que le père enseigne à son fils, la technologie c'est que le fils enseigne à son papa. Voilà, on en est là. Merci.